Christian Galician, 36 ans, reporter à Cipa Presse, chef d'équipe de la croisière Eldorado. J'ai organisé la croisière Eldorado avec mon jeune ami Constantin Brive. Constantin Brive, reporter à l'Autojournal, 67 ans. Hein, 67, oui. Alors, mon rôle va être d'être le ravitailleur volant de l'équipe. Alors, la croisière Eldorado a pour but de tracer une route fluviale entre le Venezuela et l'Argentine. Je pense que c'est une chance extraordinaire pour les pays sud-américains de développer cette route fluviale, ce qui permettrait une liaison à l'intérieur du pays entre l'Argentine et le Venezuela en touchant la Colombie, Équateur, Pérou, Brésil et bien sûr l'Argentine et le Paraguay. Cette route est de 10 000 km. Pour l'instant, nous l'avons simplement, nous allons la baliser. Et il faudrait que par la suite, les gouvernements sud-américains puissent faire un canal à la hauteur du Jarou et du Guaporé et en même temps aménagent les rapides de Porto Ayacucho et les rapides de Porto Velho. L'Atlantique est franchi, par avion bien sûr. C'est au Venezuela que va commencer l'aventure. Mais la mise à l'eau des bateaux ne se fera que dans 500 km, à l'embouchure de l'Orénoque. On charge sur les camions les caisses contenant les canaux pneumatiques, les moteurs, les réservoirs, les postes radio, les pièces de rechange, les vivres, les concentrés, les caisses du médecin, les équipements individuels, le matériel photo et cinéma. Et puis c'est Caracas, la capitale ultramoderne, nichée dans une vallée à 900 mètres d'altitude. Les routes sont bonnes, la circulation intense car l'essence vaut 25 fois moins cher qu'en France. Malheureusement, les camions, si l'on peut dire, ne valent pas plus cher que l'essence. Après 100 km, il faut en changer. Venez, à vous. Allez, allez, allez. 100 km plus loin, un troisième camion prend la relève. Est-ce que vraiment tout cela va tenir sur 3 petits bateaux, sans compter les hommes? On s'en rendra compte à Barrancas, le village situé dans le charge définitivement le matériel. Sous l'impulsion vigoureuse des pompes à pied, les bateaux se gonflent et prennent vie. C'est le placement des planches rigides qui opposera quelques résistances. Serge Milon, chargé de la radio et de la prise de son. Gérard Maté, de l'Institut géographique national, l'homme des cartes. Jean-François Hartmann, médecin spécialiste des maladies tropicales. Serge Proust, le médecin des moteurs. Constantin Brive, reporter, organisateur du raid, avec Christian Galician, chef d'équipe, responsable sur le terrain, et Alain Gaillard, qui va réaliser le film. Il s'agit maintenant de monter les moteurs et de répartir les charges dans les bateaux selon la mission de chacun. Repasse-le dans la poignée ici. Allez, dans quelle poignée? Dans celle-là, dans celle-là.
Une fois tout le matériel arrimé, il faut faire les essais de manœuvre pour les canots. Il faut bien répartir les charges. Après, de toute façon, tu remettras au milieu, au pied des docks. Voilà. On va faire les... Mais rien à faire. Chargés jusqu'à la gueule, ce sont de vraies péniches. Et il faut liquider tout ce qui n'est pas indispensable. Devant les villageois assemblés, on liquide. Qui veut cette poulie de halage? Qui veut cette gourde isothermique? Qui veut ce réchaud? Le charpentier du village demande la grande caisse d'emballage pour tailler des cercueils. Por 10 bolivars, manual. On parlera longtemps de cette kermesse sur laquelle on improvise déjà une chanson. Los dos juntos, concordas. Al agua, mi señor, ahora estoy contento. Al agua, mi señor, porque ella me ha sanado, porque ella me ha perdonado y ahora lo siento aquí en mi corazón, porque ella me ha salvado, porque ella me ha perdonado y ahora lo siento aquí en mi corazón. Jesucristo, ya me salvó. Enfin, tout est prêt. Devant les canaux, 10 000 kilomètres de fleuves, de rapides, de marécages, de malaria, de moustiques et de serpents, de chaleur torride et d'orage. Le bas Orénoque, large de 3 km, dont il faut remonter le courant paresseux. Les canaux sont encore trop lourds. Ils restent à plat sur l'eau, malgré toutes les acrobaties, pour qu'ils se cabrent et déjaugent. Ciudad Bolívar, une ville dont la grande route est le fleuve Orénoque. Ici arrivent les vivres et le pétrole, d'ici s'en vont les produits fabriqués. Demain commence la navigation sérieuse. Le fleuve est moins étalé, son cours plus rapide, entre des buttes qui sont peut-être des vestiges de volcans, comme le Cerro Yapacana. Les moteurs sont à plein pour remonter les rapides vers Puerto Ayacucho. Parfois, c'est presque un dangereux sur place, au milieu des blocs énormes qui creusent des tourbillons.
D'un coup, c'est le calme. Après les rochers, la plage. Un repas froid pris sur le pouce en 20 minutes. Sardines, pain ou galettes, un fruit. Les plats cuisinés sont réservés à l'étable. Riz, pâtes, manioc et souvent des poissons qui ont eu la bonne idée de sauter dans les canaux. Dans la grande forêt du Haut-Orénoque, un ethnologue français, Jacques Izot, vit depuis 10 ans avec les Indiens Yanomami. La plupart des noms que les peuples se donnent pour se nommer signifient tous quelque chose comme être humain. Et c'est ce que veut dire précisément Yanomami. Quant aux étrangers, tous les autres, les étrangers forment une espèce de sous-humanité, de gens potentiellement ennemis. D'ailleurs, les étrangers sont appelés par un mot qui veut dire ennemi, ennemi potentiel. Et puis d'ailleurs, c'est évident pour les Indiens qu'on ne sait pas manier un bateau, qu'on ne sait pas se déplacer dans la forêt, qu'on n'entend rien, qu'on voit bien, qu'on voit rien, et on ne sait même pas attacher nos hamacs. On est réellement ridicule pour eux. Les groupes indiens, peu après le contact vont même jusqu'à parfois disparaître. Il y a le cas des Sintalarga, des Surui du Brésil, qui ont été complètement rayés de la carte démographique un an ou deux après le premier contact. Au moment de la conquête, les deux Amériques comptaient aux environs de 100 millions d'habitants, c'est-à-dire un quart de l'humanité. Un siècle après la conquête, 90% de la population avait été exterminée, non pas à cause de la guerre, mais à cause du choc démographique et l'introduction de maladies comme la variole, la rougeole et des formes actives de tuberculose qui n'existaient pas auparavant. Quant à l'avenir d'un contexte où je le vois maintenant, je crois qu'il faut être foncièrement pessimiste. Je ne vois pas comment on arriverait à s'opposer aux pouvoirs politiques et économiques énormes qui sont pour le développement au nom de notre civilisation, qui est la seule civilisation valorisée qu'on arrive à concevoir. Donc je ne vois pas en quel nom on pourrait s'opposer à ces pouvoirs-là. Je crois qu'il faut être pessimiste, que tout ça, on arrive à la fin, ça va se terminer bientôt, dans 10, 20 ans, il n'y aura plus rien. Et que, simplement, qu'est-ce que ça veut dire, ça, la fin des Indiens? C'est-à-dire que notre civilisation est arrivée aux dernières limites de son expansion possible, et qu'après ça, elle sera obligée ou de se remettre en question, c'est-à-dire de changer son mode d'être, qui ne pourra pas toujours être reposé sur une croissance économique et démographique continue, mais de limites qu'il faudra bien un jour s'imposer si on veut survivre. À mesure qu'on s'enfonce dans le cœur du continent sud-américain, le problème du carburant se complique. Les seules stations-service que l'on puisse espérer sont les missions, comme la mission évangélique américaine de Tamatama. On entre maintenant dans le désert, un désert vert, pas une habitation sur plus de 1000 km. Ce bateau qui remonte le cours du Cassicaré vers la Colombie assure le trafic sur la triple frontière Brésil, Colombie, Venezuela.
Pour la première fois, les 3 canots vont dans le sens du courant. On en profite pour dériver, moteur coupé, en économisant l'essence. Le fleuve est sans embûche. On récupère ses forces, on dort, tandis que la vie grouille, infatigable. Brutalement, le fleuve se rue vers les rapides de San Gabriele. Personne ne les franchit, ont dit les autorités. L'autre jour, 3 Indiens ont disparu, engloutis par les tourbillons. Le premier canot s'engage, lutte et passe de justesse. Mais le second canot est déporté vers le centre du rapide. Il est pris par le travers et se cabre, les remous l'engloutissent, les 2 hommes sont éjectés et risquent de se fracasser contre les rochers. Le bateau, qui en l'air, a perdu tout son chargement. Quant aux 2 hommes, il leur faudra des jours pour comprendre à quel miracle ils doivent la vie. Photographié par satellite, le Rio Negro révèle son labyrinthe d'îles, de bras morts, d'affluents, de marécages, où l'on risque d'errer des semaines. Il convient de remettre en état les moteurs et les coques qui ont parfois heurté lourdement les récifs. Les canots ne disposent pas ici des qualités manœuvrières de ceux qu'on voit caracoler le long des plages françaises. Ce sont de véritables camions surchargés de vêtements, d'armes, de vivres, de pièces de rechange et surtout de carburant. À eux 3, dans des conditions moyennes, les moteurs consomment 1 litre au kilomètre. Chaque fois qu'on le peut, on fait le plein maximum, entre 8 et 900 litres. Manaus, capitale régionale de l'Amazonie. Au début du siècle, cité des fortunes extravagantes nées de la demande en caoutchouc qu'on tire de la sève des EVA. Puis ville morte, tuée par la concurrence du caoutchouc asiatique. Ville renaissante maintenant, grâce à son statut de port franc, un port situé sur le fleuve géant, à 1500 km de la mer. Isso até inflama a goela de cantador repentista, mas eu vou mostrar o gênero que Otacílio Batista, pois também canta gemendo, ai, ai, ui, ui, embora fique sem vista. Canta aqui de Mãe Batista como o vento que farfalha. Geme o cavalo na sela e o jumento na cangalha. E homem velho andou gemendo, ai, ai, Le Rio Negro, large et lent, pousse ses eaux noires dans le fougueux Amazone aux couleurs crème. Les 2 fleuves couleront côte à côte dans le même lit, sans mélanger leurs eaux, pendant plus de 80 km. Des ennuis d'allumage, une fois de plus. L'humidité constante, la vase, une essence trouble soumettent les moteurs à de dures épreuves. C'est bon. Qu'est-ce que tu nous prépares? Un bon thé.
Il a plu là-bas? Ah, malheureusement, pas une pète de pluie. Pourquoi vous avez de la pluie? Oui. Puis les mouches. Dans la nuit, on était dans les hamacs, on était obligés de... Par se contre, coucher dans le impossible temps. de dormir sur le port. Hein. C'est un bordel, c'est quasi pas possible. Le Rio Madeira, c'est la rivière du caoutchouc. Les EVA poussent naturellement de part et d'autre de ses flots sur des kilomètres de largeur. Les seringueros recueillent la sève par des entailles dans le fût des arbres, comme on recueille la résine sur le pin des Landes. Cette lourde boule, c'est la buracha, un bloc de caoutchouc pur, prêt à être embarqué. La crise pétrolière a rendu plus coûteux le caoutchouc synthétique et remis en vedette le caoutchouc naturel. Les villages sont rares sur le Madeira. Voici Manicoré. On y conserve le souvenir du chemin de fer de l'EVA, surnommé le train de la mort. Por uma firma americana contratada pelo governo brasileiro entre os anos de 1907 e 1900. Il s'agissait d'amener les ballots de caoutchouc de la grande forêt jusqu'à l'Amazone. Da zona encachoeirada do Rio Madeira e constava inicialmente de 366 quilômetros. O Rio Madeira é um rio muito largo. Le Rio Madeira est large et navigable de Porto Velho jusqu'à l'Amazone. Mais plus haut, le trafic est impossible en raison des rapides. O tráfego de material por causa da zona encachoeirada. Houve 3 tentativas de... Dès 1872, le gouvernement brésilien décida d'établir sur ces 366 km une voie de chemin de fer. Première tentative, les serpents, les fièvres, le cortège des maladies tropicales, les difficultés de ravitaillement font abandonner le projet au bout d'un an. Nouvel essai 5 ans plus tard, abandonné encore après 18 mois. Enfin, entre 1907 et 1912, après 5 ans d'efforts, une entreprise américaine ouvre la ligne. Elle a coûté 10 000 vies humaines. Le train charrie du caoutchouc, des pierres précieuses, du bois, des châtaignes du Pará, mais voici une dizaine d'années, pour des raisons économiques, on a renoncé au chemin de fer et établi une route. Enfin, à peine une piste, puisqu'un camion met 17 heures pour parcourir 300 km. C'est donc en camion non bâché, sous le déluge de la pluie tropicale, que l'équipe atteint Guajaramerim, siège depuis 70 ans d'une mission française. Le docteur Jean-François Hartmann s'entretient de l'état sanitaire avec le père Bendoraitis, un religieux lituanien. Les hôpitaux ne se trouvent que là où l'homme a décidé de rester, comme à Guajaramerim par exemple. Les moyens y sont très réduits et rares sont les médecins qui acceptent d'y travailler. Du travail pourtant il y en a et ces hôpitaux sont toujours pleins car on vient de loin pour s'y faire soigner, faute de dispensaires dans tous les villages. J'ai commencé petite maison, j'ai consulté 50, 90 personnes, 100 par jour, sur ma consultation. Et puis j'ai eu une nécessité d'hôpital qui s'est imposée automatiquement, qui a beaucoup de choses pour ne pas résoudre. Il fallait hospitaliser les gens. Et puis voilà, j'ai commencé l'hôpital avec 20 lits, 40 lits, 60 lits, 80, 100 et maintenant c'est 140 lits qui fonctionnent avec pédiatrie 40, chirurgie, médecine générale avec 100 lits. Quand vous êtes arrivé, il n'y avait rien? Il n'y a rien du tout ici. C'était unique médecin ici, sur cette région-là, qui s'attend jusqu'à la frontière de Mato Grosso, 1200 km. L'autre côté, du côté Porto Velho, à peu près
380 km. Et Rio Branco 400, il n'était pas unique hôpital de cette région-là. Et le bateau hôpital, il est venu par la suite ou Le bateau hôpital est venu premièrement, c'était bateau hôpital qui a nécessité d'attendre le fleuve Guaporé-Mamoré. Sur le fleuve n'a aucune assistance médicale, alors j'ai pensé que c'est le plus urgent qui s'imposait. Et puis j'ai construit le bateau. Le premier bateau, c'était au fond. Le second bateau s'est brûlé. Le troisième bateau aussi a été coulé. Maintenant, c'est le quatrième bateau que vous voyez en ce moment, c'est le plus grand et plus réussi, je pense. Chaque voyage, nous avons à peu près dure 22 jours, 20 jours. Nous faisons 900 consultations pour voyage. Et à nous, à peu près, on s'arrête 60 fois, Brésil en Bolivie, deux côtés. Et puis, on s'arrête de côté, on attend le Bolivie-Brésil sans différence, ni race, ni religion, ni couleur. Ici, ça n'existe pas ça. Et puis, tout le monde reçoit un médicament en même temps. Parce que pas moyen de donner l'ordonnance, que personne n'a l'argent pour acheter. Je pense que grâce à un bateau comme ça, vous avez pu sauver beaucoup de gens. J'ai sauvé beaucoup de personnes, je pense. On en a vu beaucoup de sauvés. De temps en temps, on n'arrive pas parce qu'on arrive en retard. Mais on fait quelque chose de valide, je pense. Père Bendoraitis, ce qui me semble finalement essentiel dans ce que vous avez pu réaliser ici à Guajaramerim, c'est d'une part que vous avez réussi à couvrir à la fois le Brésil et la Bolivie, puisque nous sommes ici à la frontière. Et il me semble que grâce à ce que vous avez pu mettre en place, il y aura des gens qui pourront prendre la suite. Donc cette structure va persister et continuer à pouvoir s'accroître. Ce problème que je pose, quand je veille lentement, cette promesse que pose, justement, je vous invite à venir ici pour m'aider, justement, pour voir une succession plus qualifiée que moi. Les problèmes sanitaires que rencontre le père Bendoraitis sont présents dans toute l'Amazonie, maladies des tropiques et de la pauvreté. Ce sont avant tout des carences alimentaires et des maladies infectieuses, paludisme, fièvre jaune, typhoïde, parasites intestinaux, etc. Beaucoup de ces affections pourraient être évitées par les vaccinations et des règles d'hygiène simples, individuelles et collectives. Mais pour cela, il faut informer, éduquer et construire, et par conséquent, en avoir les moyens et la volonté. En attendant, les médecins de passage continueront d'être largement sollicités à chacune de leurs étapes, comme ce fut notre cas. L'importance de la prévention, nous l'avons bien illustré. La chance, mais aussi les vaccinations, le comprimé quotidien contre le paludisme, la désinfection de l'eau et d'autres mesures analogues nous ont permis d'accomplir ce voyage sans autre incident que l'inévitable, les plaies et les piqûres d'insectes. Ce hameau, c'est Sagarana, créé par un Français. Il y rassemble des débris de tribus indiennes, réduites à une ou deux familles et vouées à l'extinction. Un amalgame où les personnalités se perdent, bien sûr. Mais du moins l'on survit en cultivant le riz sec, le manioc, le coton, et aussi grâce à la pêche. Le hameau n'a pas de tronçonneuse, bien sûr. Alors l'équipe l'aide à se débarrasser d'un géant abattu par l'orage.
On s'offre quelques jours de détente consacrés à la pêche et à la chasse. Les hommes en ont assez du manioc et des nourritures comprimées. Oui, mais il me glisse des mains, merde. Mais tiens-le avec les deux, là. Autant ne pas le mettre à l'arbre et le tenir avec les deux mains. Les grands bassins hydrographiques de l'Orénoque, de l'Amazone, du Paraguay et du Paraná ont chacun leurs caractéristiques hydrologiques. Aussi, les fleuves qui constituent ces bassins ne présentent pas les mêmes difficultés pour la navigation. Si les grands rapides, raudales au Venezuela et cachoeiras au Brésil constituent encore le plus grand danger, il y a aussi les obstacles dus aux matières en suspension, comme les troncs d'arbres déracinés et la surprise des bancs de sable. Ici, sur le Rio Guapore, le courant est moins rapide et l'érosion s'exerce latéralement, provoquant la formation de méandres, souvent coupés par des accumulations alluvionnaires. Les cartes et les photos de satellites utilisées sont adaptées aux difficultés du parcours. La préparation de l'itinéraire avec détermination de l'étape se fait au 1/100000e. Ces cartes à très petite échelle sont indispensables pour la toponymie et le repérage des villages. La navigation quotidienne se fait par une méthode expédiée de levée d'itinéraire sur des documents à plus grande échelle, de la cartographie au 1/250 millième et au 1/100 millième, ou des images radam obtenues à l'aide d'un radar à visée latérale, donnant une idée précise du réseau hydrographique et de l'orographie. Non. Comment se fait-il qu'il n'était pas tracé le truc là? Ah bah ça a été tiré à partir de... C'est une carte qui a été faite à partir d'une image radam. Et c'est incomplet, c'est une zone de marécage. Et tu es obligé de reprendre sur les photos pour ça? Bah, je suis obligé de reprendre les photos de satellite, comme tu vois. Et t'arrives quand même, malgré le truc défini, à voir où à peu près on est? Ah oui, sur la photo satellite, c'est très clair. Et sur quelle longueur le tracé était incertain là-dessus? Sur 130 km à peu près. Ouais, tu vois, c'est une zone qui est... C'est très bouclé, il y a beaucoup de bayas. Pas mal de zones inondées. Ouais. On dirait que t'as des taches d'eau sur tes photos là. Oui, j'ai des taches d'eau, tu vois. J'avais pourtant protégé les photos dans des pochettes en plastique, dans ce placeur. Mais les nuits où on a... Ah oui, quand on a marché la nuit, là, les vagues ont pénétré dans tout. À cette expédition, nous avons associé le système Argos, qui permet la localisation en temps réel de notre position grâce à un système de réception et de pré-traitement embarqué à bord du satellite Tyros-N. La balise transmet également les mesures automatiques de pression et de température. Le système climatique constitue un obstacle majeur à notre progression sur les fleuves d'Amérique du Sud. Dans la saison des pluies, au moment des grandes inondations, le lit principal du fleuve peut changer, multipliant ainsi bras, îles, méandres et bahías dans laquelle de nombreux navigateurs se perdent. Le cycle climatique en Amazonie est très court. L'énergie solaire y est très importante et il se produit des mouvements ascendants dus au réchauffement de l'air par le sol et la condensation de la vapeur d'eau. Il se déclenche souvent en fin d'après-midi de gros orages et des pluies de convection. Ces orages, aussi courts que violents, provoquent de très fortes chutes de température et sont accompagnés de vents qui agitent violemment le fleuve et abattent les arbres morts des rives, mettant en péril les lanchas des indigènes et nos embarcations.
ici nous sommes à Versailles, tu vois, et on prend un approvisionnement d'essence, sûrement un approvisionnement d'essence à l'île de Flores. On va essayer d'obtenir 200 litres. Et après, nous irons à Remanso. Là, je crois qu'on trouvera de l'essence. C'est sûr, là c'est sûr. Versailles, vous connaissez Versailles? Eh bien, celui-ci est en Bolivie. C'est la plaque tournante du braconnage des peaux de tapir, de jaguar et de caïman. Leur chasse est interdite au Brésil. Et você tem muito al mato? Bueno, hay temporadas que él se dispone Sí. para cubrir a la hembra. Ah, Ahí se encuentra bastante. ah. E você les matou à la noite ou al dia? De noche. E aqui vale 5.000 pesos cada um, mas por um grande. Por un grande. Por um pequeno, La mitad del precio. la mitad del precio. Le braconnier explique qu'il suffit donc de traverser le fleuve et de passer en Bolivie avec son butin, puis par Cochabamba, de l'acheminer jusqu'au Paraguay, qui est le paradis de toutes les contrebandes. Le trafic se fait par hydravion. Cochabamba, la Cochabamba, ah. E de Cochabamba a toda a América del Sur. Bueno, no sé dónde lo mandan, ¿no? Ah, você não sabe? Ellos curten en Bolivia. Là, c'est un des derniers romantiques, un garimpero, un chercheur d'or. Les plus chanceux en récoltent assez pour payer leur nourriture. L'équipe atteint Isla Las Flores, l'île aux fleurs, la veille de Noël. Mais l'eau du fleuve est toujours tiède, la moiteur permanente, la végétation étouffante. En plus, les moteurs sont en panne sèche et il n'existe pas d'essence à Las Flores. Ce n'est qu'une fazenda plus ou moins à l'abandon. Il subsiste une dizaine de personnes, dont les 3/4 attendent le bateau pour s'en aller. Un bateau hebdomadaire ou mensuel, qui le sait. Les zébus aussi, on les rassemble. Ils embarqueront vers des régions moins abandonnées. Pour l'équipe, ce sont des loisirs forcés, en attendant l'intervention providentielle qui viendrait déposer ici 600 ou 700 litres de carburant. Non. Charlie Papa, 8 Alpha Lima, Charlie Papa 8 Alpha Lima, expédition française à vous. Bah, c'est bien dommage parce qu'on ne pourra pas lui annoncer qu'on est sans essence. Hein. Et qu'il a gagné son pari. Et qu'il a gagné son pari, ouais, exactement. Rien à espérer. Le seul moyen de sortir de ce trou, c'est d'attendre l'incertain bateau gouvernemental. On avait bien tenté, à Versailles, d'évaluer le rayon d'action possible avec les réserves d'essence. Mais on s'était montré trop optimiste. En attendant le bateau, il faut se nourrir. Quelques oiseaux aquatiques, de jeunes caïmans ou jacarés, dont seule la queue est comestible. Vem a moça com saudade debruçada na janela e mulher que anda gemendo, ai, ai, ui, ui, o marido cuide não. Vamos mudar novamente para cantar moirão. Está mudando. Il pleut. On a dressé les auvents sur les canaux. Et voici qu'apparaît la lancha gouvernementale. Le capitaine accepte de prendre les 3 canots en remorque. Heureusement, car en 1400 km de navigation, on n'a rencontré que 2 villages et un bateau. Celui-ci est le 2e. Zigzagant de bras mort en bras mort du Guapolé, il relie entre elles les rares fazendas. C'est l'omnibus aquatique,
le tortillard local de cette immense région. Prix 10 francs les 700 km. Et c'est ainsi que les 3 canots pneumatiques pénètrent dans l'état du Mato Grosso, tirés à contre-courant sur le Guaporé. L'équipe passe le temps comme elle peut à bord de la lancha, mais le courant est si fort que le remorquage devient impossible et l'on empile les canots à bord. Pour aller de Villabella à Cáceres, du Guaporé au fleuve Paraguay, on change de bassin fluvial. Un portage par piste sera la seule solution. Mais le problème du carburant n'est pas résolu pour autant. Lorsqu'on trouve quelques bidons, elle vaut plus de 4 francs le litre, ce qui est cher même pour des Français. On décide donc de naviguer avec les 3 canots couplés, poussés dans le sens du courant par le seul moteur central. De jour comme de nuit, un seul homme reste à la barre. À mesure qu'on s'éloigne des tropiques, la végétation change, le ciel est moins chargé d'eau. Le repas de la mi-journée prend des airs de pique-nique, avec pour dessert une grosse châtaigne du Para. Le courant aidant, on continue à économiser de l'essence. De la grosse coupe. Ouais. Hier, on a consommé les 35 de la petite, les 60 de la grosse, et les 22 litres 700 de la métallique. Ok. Bon, tu fais pas mal consommer hier. Ouais. En fait, t'as fait un bon score parce qu'on a fait 400 km déjà. Bon, qu'est-ce qui te reste, toi, Serge? 50 litres dans la grosse, Ouais. 20 dans la petite et 20 dans le jerrycan rouge, 90. 90 à peu près. Bon, bah, c'est bon. Toi, tu n'as presque pas consommé, tu as fait à peine 80 litres hier. 90 litres, hein, un truc comme ça. Et toi? 95 litres. 95. Bon, on a bien. Bon, dans l'ensemble, on a à peu près encore 250 litres, on peut y aller. Beau Girard. Allez. Sur la rive gauche du fleuve, voici le premier village de l'état du Paraguay. Pauvre village. On n'y boit que l'eau du fleuve que l'on vient chercher dans des seaux avec une charrette. Mais on la puise dans une anse où l'eau est stagnante, où l'on vide les ordures et où les ânes pissent. La santé des villageois s'en ressent bien un peu. Mais enfin, ils ont toujours procédé de cette façon. Asunción, la capitale du Paraguay, a conservé tout son cachet. Façade blanche, fenêtres aux grilles noires, rue à arcades où grouille un petit monde de revendeurs. Le marché Petirossi regorge de fruits tropicaux. Une foule bigarrée d'Indiens, de métis et de blancs se bouscule avec le sourire. On rembarque sur le fleuve qui devient à chaque heure plus large. En traversant en diagonale vers la rive droite, on entre dans les eaux argentines.
Déjà alertée, la télévision vient accueillir sur une vedette les randonneurs que la presse de tous les pays traversés a présentés lors de leur passage. Il paraît que vous avez eu une tempête l'autre jour sur le fleuve. Et l'équipe, toujours modeste, ben oui, enfin une de plus, quoi, tout simplement. En fait, lors d'un des derniers camps, sous une falaise en surplomb, chacun a fait le nécessaire pour reprendre figure de civilisé. À l'arrivée à Buenos Aires, capitale d'Argentine et terminus du long voyage, c'est l'ambassadeur de France qui présente l'équipe à la presse. Félicitations. Gravador, son ingénieur, je sais pas comment ça se dit, son ingénieur, et el caméraman. Todo el equipo, entonces es clase. Le voy a dar un recuerdo también de esto, ya que pisaron nuestra insignia. Gracias. Gracias. La traversée nord-sud de l'Amérique latine en canot pneumatique, 10 000 km en 100 jours, est terminée.